Bonjour Gilles. Alors c'est à Gilles qu'on doit Astérix, le domaine des dieux. Plein d'autres gens avant. Plein de... Capitaine Super Slip et bientôt Bob l'éponge pour la Paramount. Capitaine Super Slip, c'était pour DreamWorks. Donc vous êtes un des grands représentants de la filière de l'animation en France, filière qui a la réputation de bien marcher à l'international. Justement, sans revenir sur pourquoi la filière animation est si forte en France, ou assez brièvement, est-ce que vous pouvez nous donner les derniers exemples de qualité, enfin de production de qualité faite en France pour le monde entier, y compris pour Hollywood? Il y en a eu un la semaine dernière et qui n'est pas fait par Micros du tout, mais par une autre société française, enfin basée en France, qui est Illumination, et qui est le Grinch, qui fait 65 millions, je crois, d'entrées, enfin pardon, de box-office US sur son premier week-end. C'est pas mal, je pense qu'ils sont payés en un week-end. C'est un bon score. En fait, c'est parmi les tout premiers scores. Juste à côté d'ici. Juste à côté, ouais. Et c'est clairement, ça a clairement été pour le marché français la locomotive qui a remis les projecteurs sur cette compétence. Qui n'a jamais disparu de France, mais qui a montré qu'on pouvait avoir cette excellence. Et quelle est la répartition entre les studios qui fabriquent et ceux qui produisent et qui sont... Alors, c'est une grosse différence, effectivement. La majorité des studios qui fabriquent sont aussi producteurs de leur propre contenu. Nous, on est un cas un peu exceptionnel où on est un pur service. Donc, comme tous les films que vous avez cités sont des films qui sont développés par des producteurs, des ayants droit, etc., etc. Et ils viennent nous confier la fabrication du film, ce qui fait que ça nous donne une position un peu différente du reste du marché. Et qui est marrante d'un point de vue de la position d'observateur du marché, en plus d'être de fournir du service avec des talents artistiques. D'accord. Et ça vous intéresse de passer à la production, ou est-ce que vous voyez ça comme une étape intermédiaire, ou est-ce que la finalité c'est devenir producteur, fabricant, ou non? Non, mon métier c'est d'être le meilleur support aux producteurs. Et en ce moment c'est un moment extrêmement intéressant puisque la géographie du financement est en train de beaucoup évoluer. On parlait beaucoup des canaux, des médias, etc. avant. Et ce que je trouve particulièrement intéressant en ce moment, c'est qu'il y a aussi une évolution des financements. Et même s'il y a des menaces, des angoisses, etc., toutes choses égales par ailleurs, le consommateur, le spectateur, selon si on prend un chapeau plus ou moins culturel, il peut être atteint par deux canaux. Le canal du gratuit, qui est essentiellement payé par la publicité, et le canal du payant. Et il y a plein de façons de le faire payant de donner un contenu qui est payant. Et si on regarde sur les deux espaces, il y a des menaces, des angoisses, des évolutions d'audience. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui apportent de nouvelles capacités de financement. Et ça, c'est vrai dans le monde du gratuit et dans le monde du payant. Et ça crée une pression sur les créateurs de contenu. L'animation a une nature particulière, c'est qu'elle est coûteuse, longue à fabriquer. Et donc, elle produit des audiences qui sont assez massives en général. Elles ont un très gros pouvoir émotionnel, un énorme pouvoir de marque, ce qui veut dire que ça crée une capacité à faire des contenus qui sont récurrents. Et donc, cette communauté est vraiment sous pression, positive. Un gros pouvoir d'exportation aussi. Énorme pouvoir d'exportation aussi, absolument. Alors, justement, que change, à votre avis, l'arrivée des plateformes? Vous dites, j'ai l'impression, vous dites le gratuit continue à demander de la production, même s'il y a un risque de fermeture de France 4 en France. Mais à côté, il y a un énorme appel d'air pour une énorme demande de contenu qui arrive des plateformes payantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est bien et en quoi c'est en fait un nouveau mode de négociation avec les donneurs d'ordre? Alors, c'est une vision un peu, justement, dans cette position de service, c'est une vision d'observateur privilégié. Et ce que je constate, c'est que le modèle sur lequel on a travaillé jusqu'à présent, dans tout l'écosystème de la création de contenu, c'est un modèle avec une très grosse concurrence, puisque c'est un marché d'offres et non pas de demande. On a besoin de boire et manger, mais on n'a pas besoin de voir des dessins animés.
Enfin, en fait, si, on aime bien en voir, mais on n'en a pas besoin, en fait. Et donc, cette notion d'offre, elle crée une tension sur la façon dont les investisseurs doivent choisir leurs projets. Et pour choisir les projets, c'est pas très facile, parce que, en général, le créateur a le film en tête, et il sait très bien ce qu'il veut, et l'investisseur, il a l'argent, mais il ne sait pas du tout ce que le créateur va faire. Donc le mécanisme le plus simple, c'est de regarder si le créateur en question, il a déjà fait quelque chose de réussi, le mécanisme de réputation. Et auquel cas, s'il a déjà fait quelque chose de bien, on va lui redonner un peu d'argent. Enfin, en tout cas, il va être privilégié par les investisseurs pour ses prochains films. Il y a le contenu qui importe, mais il y a aussi l'aspect récurrent. Et ce mécanisme fait que lorsque les investisseurs regardent des gens qui créent des contenus et qui sont extrêmement à succès, et les investisseurs vont toujours vouloir investir avec les mêmes personnes. Donc ça crée une inflation dont le mécanisme est assez exponentiel. Et on regarde les nouvelles plateformes numériques, les Amazon, les Netflix, les Hulu, il faudrait que je les cite tous, les streamers. On les regarde surtout parce qu'ils ont cet aspect de relation directe aux consommateurs. Ils ont créé ce lien aux abonnés, que d'autres avaient créé aussi, mais quand même, c'est un lien sur lequel ils ont une capacité à suivre l'appétence de façon très précise. Mais on oublie souvent l'autre côté, c'est que le modèle de réputation dont j'ai parlé juste avant, c'est un modèle qui repose sur la transparence des chiffres. C'est-à-dire que on connaît les chiffres investis pour un créateur donné, on sait le box-office qu'ils produisent, on sait les audiences télé qu'ils produisent, on sait le nombre de YouTube views qu'ils produisent. Et donc, c'est ce mécanisme de réputation qui permet de dire à un investisseur, tiens, lui, c'est plus crédible qu'il arrive à amener un projet à un meilleur niveau qualitatif, en tout cas un meilleur niveau de capital investi. La transparence des chiffres lui permet de se valoriser auprès des diffuseurs potentiels. Exactement. Et donc, les talents peuvent migrer d'un média à un autre en tenant compte de la valorisation qu'ils ont déjà accumulée pour les précédents médias. Ce qui change avec les plateformes de streaming, c'est qu'ils ont adopté une politique où ils ne communiquent pas les chiffres. Et donc, à cet égard, Vraiment pas du tout, même aux producteurs. Alors, on a eu un producteur Mathieu, on a un producteur avant qui donne des chiffres. Ouais. J'ai l'impression qu'ils en distillent un petit peu quand même. Absolument, et je pense que c'est raisonnable. Mais par ailleurs, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'il soit vérifiable, qu'il y ait une certaine transparence pour que le mécanisme de réputation classique puisse marcher. Ce que ça fait concrètement pour les créateurs, c'est que ils ont moins le levier de l'inflation. Si vous travaillez pour ces plateformes pendant un moment, vous allez devoir, si vous voulez sortir de la plateforme, on va vous dire c'est formidable, vous avez fait des succès, comme celui qu'on a vu avant. Et donc on sait combien a été investi par la plateforme, on a peut-être une idée des audiences. Mais la question à laquelle il faut répondre pour un investisseur, c'est et combien ça a rapporté. Et là, pour le coup, c'est plus compliqué, à moins de faire des prorata, etc. Donc, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est une nouvelle stratégie de business model profond qui, du coup, amène un levier nouveau pour ces acteurs à leur bénéfice. Parce que finalement, comme ils ont une méthode pour moins subir l'inflation du coût des talents, ils ont aussi une méthode pour pouvoir, d'une part, les acquérir plus cher au départ, et d'autre part, mieux contrôler leur inflation derrière. Et paradoxalement, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que potentiellement, le talent, il peut lui aussi être mieux rémunéré dans la durée. Ça reste à prouver. Ouais. Alors, mieux rémunéré que quoi ? Mieux rémunéré que la moyenne de ce que les talents sont rémunérés. Évidemment, on peut se poser la question de savoir si les rémunérations exceptionnelles exploseront comme les autres. Mais en tout cas, on voit bien que le point, c'est de dire c'est un nouveau business model, non pas uniquement du côté de la vente, le côté de la relation au consommateur, mais aussi dans la relation du procurement, dans la relation des gens qui leur fournissent des contenus. Nicolas, ça sera la dernière question. D'accord, alors je vais peut-être en choisir une autre. Alors. Est-ce que l'animation française est bien représentée sur les plateformes et comment elle doit se positionner pour l'être encore plus Il y a une sorte de souci industriel de production de qualité suffisamment rapidement. Donc il y a des pôles de production d'animation et c'est un mystère pour personne que les très gros producteurs d'animation, ils sont basés à Hollywood. Et ceux qui observent les marchés ont vu qu'il y a une grosse convergence des acquisitions, des fusions, qui font que ces groupes deviennent encore plus puissants. Et ils le font probablement pour contrer les mécanismes dont j'ai parlé juste avant.
Et donc, je pense qu'il était assez important qu'on réfléchisse en France et en Europe comment on peut profiter de la dynamique que j'expliquais avant, parce qu'il y a des énormes besoins à satisfaire, pour faire grossir un petit peu cette communauté. Il y a une appétence forte, il y a un besoin de toutes les plateformes, gratuites, payantes, pour diffuser ce type de contenu très spécifique. Et donc, il faut qu'on puisse convaincre des investisseurs de le faire. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous les deux.